L'Europe espionnée par les Américains, l'Europe qui s'élargit avec l'arrivée de la Croatie et l'Europe qui devrait enfin se doter d'un budget pour la période 2014-2020. On rediscute de tous ces sujets tout de suite dans ce nouveau numéro de 7 jours en Europe. Avec moi sur ce plateau aujourd'hui, Alain Lamassoure. Bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputé français, membre du groupe du Parti populaire européen, ancien ministre du budget. Merci d'avoir accepté mon invitation, mais vous le savez, c'est la règle de l'émission. On commence tout de suite par la séquence oui ou non, 1 minute de questions-réponses. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, le président du Parlement européen a jugé mardi les méthodes d'espionnage des États-Unis dignes des régimes autoritaires, je le cite. D'accord avec Martin Schulz? Oui. Alors, votre collègue UMP, Arnaud Danjean, député européen également, a dénoncé la naïveté des Européens dans cette affaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Oui. N'est-il pas l'heure de signer un traité international de non-espionnage entre les alliés? Oui. En attendant, faut-il suspendre les négociations commerciales avec les États-Unis? Oui. Sûr et certain, jusqu'à obtenir des clarifications des Américains? Oui. Alors, est-ce qu'il devrait y avoir une commission d'enquête au Parlement européen sur cette question? Oui. L'Europe aura enfin son budget pour 2014-2020. Le compte est bon? Non. La Hongrie, de nouveau mise à l'index par le Parlement, c'est un procès stalinien, comme l'a répété mardi Viktor Orban, le Premier ministre hongrois? Non. La Croatie dans l'Union, vous aussi vous demandez qu'on fasse une pause dans l'élargissement? Non. Allez, c'est la dernière question. Hélas, le temps m'est déjà imparti. Dommage, merci d'avoir répondu à mes questions, mais je ne peux pas manquer de vous poser cette ultime question. Dans un an, dans moins d'un an, c'est les élections européennes. Est-ce que vous serez candidat? Oui. Merci, Alain Lamassoure. Allez, tout de suite, on passe au petit résumé de l'actualité que nous ont préparé cette semaine Mariam Zaidi et Julie Martin. On regarde. Dobar dan, Croatie. Lundi, la fête a battu son plein au Parlement européen à Strasbourg pour accueillir le 28e membre de la famille Union européenne. Un événement majeur pour cet ancien pays en guerre. Ce fut aussi un grand jour pour ces députés croates qui ont participé pour la première fois à une séance plénière du Parlement. Mais ils devront attendre la rentrée pour effectuer concrètement leurs tâches d'eurodéputés. Et alors que nous accueillons la Croatie, nous disons au revoir à l'Irlande. Le 30 juin, la Lituanie a pris le relais de la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Cadre financier pluriannuel, réforme de la PAC, politique de la pêche et secteur bancaire, voici quelques défis relevés par l'Irlande ces 6 derniers mois. Mercredi, les députés européens se sont prononcés sur la très controversée taxe sur les transactions financières. 11 États membres voudraient appliquer cet impôt qui pourrait taxer le secteur financier et les fraudeurs fiscaux. Malgré les pressions exercées par l'industrie, les députés spécialisés en affaires économiques et monétaires se sont accrochés et ont fait avancer la réforme. La taxe devrait être opérationnelle d'ici janvier 2014. L'indignation grandit concernant les allégations de l'ex-consultant américain Edward Snowden, selon lesquelles les États-Unis ont espionné l'Europe. Les députés européens exigent une enquête. La chancelière allemande Angela Merkel a déclaré que c'était inacceptable, ajoutant que nous n'étions plus dans la guerre froide. Alors Alain Lamassoure, justement sur cette taxe sur les transactions financières, le Parlement européen se prononce très bien. C'est les États membres et notamment les pays qui voudront aller de l'avant sur cette coopération renforcée qui devront prendre une décision. Est-ce que vous pensez que le projet tient toujours la route ou il risque de dérailler? Non, je crois que le projet tient la route. Il y a 11 pays qui sont déterminés à l'appliquer rapidement, en principe, dès l'année prochaine. Ce pourquoi nous nous battons au Parlement européen maintenant, et notamment à la Commission des budgets, c'est pour que les pays en question décident d'affecter au moins une partie, mais idéalement la totalité de cette taxe au budget européen. C'est une décision européenne et le mieux serait de l'utiliser pour financer des politiques européennes, puisque le grand problème aujourd'hui de l'Union européenne, dont on ne parle pas assez dans le public, c'est que l'Union n'a pas d'argent, elle n'a pas les moyens de ses ambitions, de ses politiques, de ses projets. Donc vous croyez que ce projet de taxe verra le jour? Je suis sûr qu'il verra le jour. Il y a deux questions posées. À quoi on l'affecte? Et je propose que nous l'affections au budget européen. Et deuxièmement, combien va-t-il rapporter? Et là, naturellement, ça dépendra de son assiette et de la décision finale qui est prise pour savoir
à quelle transaction ça s'applique et à quel taux. Alors, on continue à parler gros sous, on parle du budget européen. Un accord est intervenu, en tout cas entre les négociateurs dont vous faisiez partie, entre le Conseil de l'Union, le Parlement européen et la Commission pour la période budgétaire 2014-2020. Alors, on se souvient qu'il y a 4 mois, le Parlement était très critique suite à l'accord trouvé par les chefs d'État et de gouvernement sur le cadre financier pour cette période. 4 mois plus tard, est-ce que vous avez obtenu tout ce que vous souhaitiez ? Tout ce que nous souhaitions, non, mais suffisamment pour rendre cet accord acceptable. De toute manière, nous ne pouvons pas retarder indéfiniment, puisque cet accord sur le cadre budgétaire est nécessaire pour rendre possible la réforme de toutes les politiques européennes financées par le budget européen, 70 politiques. Dont la politique agricole commune. À commencer par la politique agricole commune, qui représente un tiers du budget, par la politique régionale, la politique de recherche, Erasmus, la politique étrangère, etc. Qu'est-ce qui n'était pas acceptable ? C'est que si on s'en était tenu aux décisions du Conseil européen, le budget européen aurait baissé pour les 7 années à venir. Pourquoi sont-ils arrivés à cette conclusion ? Parce qu'aujourd'hui, le budget européen est financé par les budgets nationaux. Les budgets nationaux sont ruinés. Et en outre, dans cette procédure, le Conseil européen, les gouvernements décident à l'unanimité. Donc, s'agissant du budget... Et à huis clos. À huis clos, s'agissant du budget, le moins 10 ans a le dernier mot. Donc, il propose un budget européen qui baisserait sur 7 ans. Alors, qu'est-ce que vous avez obtenu concrètement là-dessus ? Alors, nous n'avons pas remis en cause les chiffres, puisqu'on ne peut pas, dans l'état actuel, demander plus à la Grèce, à l'Espagne ou même à la France, qui doit faire des économies budgétaires. Donc, on est toujours sur 960 milliards d'euros. On est toujours sur 960 milliards pour les 7 années à venir, à comparer à 985 milliards pour les 7 années qui viennent de s'écouler. Par contre, nous disons... Pour 7 ans d'austérité budgétaire au niveau européen, non. Il faut recommencer l'exercice avec nos successeurs. Nous sommes soumis à réélection l'année prochaine, dans 3 ans. Et donc en 2016, révision totale, réouverture totale du dossier, à la fois du côté des dépenses et du côté des recettes. Et ça, vous avez obtenu des garanties concrètes du Conseil européen qu'on va rouvrir le dossier. C'est plus que concret, c'est juridique. Révision obligatoire. C'est inscrit dans le règlement, qui vaut loi européenne. Révision obligatoire, totale, du côté des recettes et du côté des dépenses. Deuxièmement, nous disons, si vous êtes arrivés, vous les gouvernements, à ces chiffres en baisse, c'est à cause du mode de financement du budget européen. Il faut changer le mode de financement du budget européen et remplacer les contributions payées par les budgets nationaux par des ressources propres affectées directement au budget européen. La taxe sur les transactions financières dont on vient de parler, une taxe TVA possible, éventuellement une taxe carbone. Là-dessus, le Conseil ne voulait pas en entendre parler. Nous avons obtenu le lancement d'une procédure. Le lancement tout de suite, dès la rentrée, il y aura un groupe à haut niveau composé des 3 institutions, le Parlement, le Conseil, la Commission, pour remettre à plat l'ensemble du système. Et ça, vous imaginez qu'en 2016, ça sera prêt, les négociations sont terminées, on aura un accord à 28 ? C'est prévu dans notre accord. Ce groupe à haut niveau rendra compte à une mini-convention européenne, une conférence interinstitutionnelle avec les parlements nationaux, et il devra faire des propositions à temps pour qu'en 2016, au moment où on va faire cette révision à mi-parcours, la Commission européenne puisse prendre en compte les conclusions de ces travaux et proposer une réforme totale du financement du budget de l'Union qui pourra s'appliquer en totalité en 2021. Donc, deuxième acquis très important, la réforme du financement. Troisième acquis, nous disons, si nous avons moins d'argent, il faut mieux l'utiliser, avoir une réactivité plus grande, pouvoir faire basculer des crédits qui sont restés inutilisés dans une politique vers une autre politique, des crédits laissés utiliser une année donnée, l'année suivante. Et là aussi, nous avons eu satisfaction. Donc, quasiment toutes vos demandes sont satisfaites. Toutes les demandes sont satisfaites, Alors, y compris chagrine encore le préalable qui était à ce que l'on donne un accord final, et nous vérifierons jusqu'au bout que ce préalable est bien rempli, c'est-à-dire l'augmentation des moyens de paiement de cette année 2013, parce que l'Union européenne est au bord de la cessation de paiement. Il manque 11 milliards 200 millions de crédits de paiement. Une première tranche de 7 milliards 300 millions a été acceptée. Va être débloquée
le 9 février par le Conseil ECOFIN, et la deuxième tranche... Le 9 juillet. Le 9 juillet, pardon. Et la deuxième tranche à la rentrée. Donc, le résultat rend l'ensemble du compromis acceptable. Ce qui me chagrine, c'est le contraste qui continue, qui devient un gouffre entre, d'un côté, les annonces ronflantes du Conseil européen. Il va y avoir un pacte de croissance de 120 milliards. L'Europe, en 2020, sera le continent le plus compétitif du monde. Nous allons régler en 2 ans le problème de l'emploi des jeunes et la modicité des moyens budgétaires que, pour le moment, l'Europe peut consacrer à ses politiques. Et ça devient franchement gênant. Merci Alain Lamassoure d'avoir accepté mon invitation. À bientôt sur le plateau d'Europarl TV. Au revoir. Merci. Au revoir. Si vous ne le saviez pas encore, 2013, c'est l'année des citoyens européens. Et justement, les citoyens européens viennent de remporter une première victoire via une pétition transeuropéenne qui a récolté plus de 1,7 million de signatures. Un collectif contre la privatisation de l'eau a fait bouger les lignes de la Commission européenne. Résultat, l'exécutif européen proposera que la privatisation de l'eau soit exclue du champ d'application d'une directive sur les concessions. Alors, l'initiative citoyenne européenne, un gadget ou un nouvel instrument participatif au service des citoyens? Pour en discuter, Zita Gurmai m'a rejoint sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes eurodéputée hongroise, membre du groupe des socialistes et démocrates au Parlement européen. Vous avez été rapporteur pour lancer cette fameuse initiative citoyenne européenne. On en reparle dans quelques instants, mais vous le savez, c'est la règle de l'émission. On commence tout de suite par notre petit jeu oui ou non. 1 minute de questions-réponses. Vous êtes prête? Oui. Allez, générique. Alors, les Américains sont suspectés d'espionner les Européens. Faut-il suspendre les négociations commerciales avec Washington? Oui, si ces faits sont confirmés, il faudra en tirer toutes les conséquences. Alors, le Parlement adopte cette semaine une résolution très critique sur la situation des droits de l'homme et des droits fondamentaux dans votre pays, la Hongrie. Le Premier ministre hongrois a dénoncé mardi dans l'hémicycle du Parlement européen un procès stalinien contre la Hongrie. Est-ce que l'Europe exagère? Non. Vous pensez qu'il faudrait aller plus loin contre la Hongrie? Oui, je pense que notre valeur fondamentale de l'Union doit être respectée par lui-même aussi. On devrait envisager des sanctions éventuellement? Non. Celle aujourd'hui prévue risque de produire un effet inverse qui, celui recherché, pénalise les citoyens. Merci Zita Gurmai. Je suis désolé, mais le temps est passé tellement vite que j'avais encore plein d'autres questions. Alors je vais vous les poser quand même parce qu'elles me démangent. Okay. D'abord, la première question qui me démange, c'est celle-ci. Est-ce que vous serez candidate aux prochaines élections européennes? Oui. Ça y est, vous êtes investie par votre parti? J'espère. D'accord. Est-ce que la Croatie est rentrée aussi dans l'Union européenne, on le sait, le 1er juillet. Beaucoup se demandent s'il ne faudrait pas envisager une pause dans l'élargissement de l'Union européenne. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce sentiment? Non, mais améliorer le fonctionnement de 28, oui. Ouais, à 28, ça commence à devenir... Oui, exactement. J'étais là, c'était génial. Les gens qui étaient moins 50 étaient pour la célébration. Super. Ok, merci beaucoup encore. Allez, on enchaîne tout de suite avec le reportage de la semaine que nous a préparé Hugues Weinstein. On regarde. Sébastien Dendoncker est ingénieur agronome. Il est spécialisé dans la réhabilitation de cours d'eau qui ont fortement souffert de l'activité humaine. C'est le cas de la Vesdre en Belgique. Pour évaluer le travail à accomplir, il n'y a qu'un moyen, chausser des bottes et mettre les pieds dans l'eau. On travaille justement pour que le cours d'eau ait des berges naturelles, par exemple, et des habitats compatibles avec la vie des poissons. Donc, par exemple, des frayères, on crée des frayères, des caches à poissons, des zones, des petites îles, des zones où la végétation va pouvoir se développer et qui finalement, ces zones vont abriter un maximum de biodiversité, aussi bien la flore que la faune. Il y a 20 ans, ce travail aurait été impossible. La Vesdre était trop polluée par des activités industrielles ou par la simple proximité d'habitation. Actuellement, c'est un cours d'eau qui revit grâce à la construction des stations d'épuration. Donc différentes stations d'épuration ont vu le jour le long de son linéaire. Et ces stations ont permis vraiment d'améliorer la qualité d'eau.
Quelques kilomètres en amont de la rivière se trouve en effet une station d'épuration. Elle traite les eaux usées d'une agglomération de plus de 110 000 habitants. Cette station traite les pollutions macro-éléments, donc le carbone, l'azote, le phosphore. Si vous n'aviez pas cette station, vous auriez toujours une pollution extrêmement importante. Mais cette station d'épuration a ses limites. Si elle arrive à retenir les polluants les plus gros, elle est quasi impuissante face aux polluants les plus petits, les micropolluants. L'Union en a identifié 33 à proscrire et négocier avec le Parlement européen pour en ajouter 15 de plus à la liste. On y retrouve des pesticides, mais aussi des produits pharmaceutiques comme des hormones. Un véritable casse-tête pour les pouvoirs publics. Il faut empêcher la substance d'arriver dans le cours d'eau, soit en traitant le polluant donc dans le rejet, avant rejet, soit en utilisant le produit différemment, soit en supprimant, en interdisant l'utilisation de ce produit qui pourrait poser problème. Les citoyens européens se mobilisent pour la qualité de l'eau. C'est le cas d'Anne-Marie Pierret. Elle est syndicaliste française et milite pour que l'accès à l'eau et son assainissement soient reconnus comme un droit universel. Elle souhaite aussi que les marchés de l'eau soient exclus de la libéralisation. Et la question de l'eau est liée aussi à celle de la santé des populations. Autrement dit, il n'est pas question d'avoir uniquement un accès à l'eau, mais d'avoir un accès à l'eau potable, à une eau propre, à une eau saine. L'eau, comme bien universel, est l'objet d'une initiative citoyenne européenne qui a déjà récolté plus de 1,4 million de signatures. Alors Zita Gourmain, depuis le bouclage de ce reportage, on a appris qu'en fait, cette initiative citoyenne avait remporté un premier succès puisque le commissaire Barnier a annoncé qu'il allait retirer du champ d'application de la directive sur les concessions, une directive très importante qui est en discussion au Parlement européen et donc il allait exclure l'eau de ce champ d'application. Donc ma question est toute simple, les citoyens ont gagné, c'est une bonne nouvelle ? Entre nous, je suis tellement ravie ceux qui commencent à faire ça. Cela veut dire la voix des citoyens européens a bien entendu. Cela veut dire ça donne un bon sentiment pour tout ce qui est dedans, qu'on peut faire quelque chose ensemble pour un sujet européen, finalement européen. C'est la raison pour laquelle on a besoin de 7 pays différents, que nous avons les organisateurs et les organisatrices qui essayent de faire cette initiative. Alors cela dit, vous le dites, hein, mais lancer une pétition européenne, lancer une initiative citoyenne européenne, c'est pas facile. Oui. Depuis le mois de janvier 2013, on a décompté donc 23 comités d'organisation qui ont essayé de lancer une initiative citoyenne. Et sur ces 23 comités, 8 ont été recalés parce que la Commission européenne a estimé que ce n'était pas recevable. Et puis, 16 sont en train de collecter les signatures et une seule, on le voit aujourd'hui sur l'eau, a obtenu gain de cause. Alors, ma question, est-ce que la procédure n'est pas trop lourde, tout simplement ? Entre nous, c'est comme la maladie pour les bébés. Il faut bien comprendre quelles sont les maladies qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas. Cela veut dire qu'on va comprendre en utilisant. La raison pour laquelle on veut faire la révision 2015, puisqu'on voulait vérifier si ça fonctionne bien ou pas. Entre nous, je suis tellement ravie que les citoyens européens utilisent cet outil. Et entre nous, il y a des petites fautes dedans. Je peux vous dire que le Parlement européen a fait un petit web et on explique comment ça fonctionne, mais on peut bien voir comment ça fonctionne, on commence à faire. Et je suis tellement ravie que c'est quelque chose, l'eau, ça doit être le bien-être des gens. Donc voilà, c'était assez symbolique de commencer par ça. Oui, alors, oui, tout à fait. Néanmoins... Et on sait ce qui se passe en Afrique. On sait que l'eau est très très précieuse. Il faut bien comprendre que c'est aussi précieux. Alors, je reviens sur ces pétitions, ces initiatives citoyennes qui sont en cours de collecte de signatures. On le sait, il y a des problèmes techniques, c'est pas facile. Mais ce qu'on voit avec cet exemple sur l'eau, c'est que c'est un syndicat puissant qui a réussi à organiser cette collecte de signatures, 1 million de signatures dans 7 pays au moins, c'est important. Il disposait de moyens, apparemment c'est 100 000 € qui étaient nécessaires pour organiser tout ça. Alors ma question c'est, est-ce qu'il ne faut pas des moyens et des associations structurées pour faire ça ? Finalement, les associations, les petites associations, les citoyens n'auront pas forcément la possibilité de lancer ces initiatives citoyennes. Tout d'abord la question, est-ce que nos citoyens connaissent cet instrument ?
pas encore, pas assez. Chaque bureau de Parlement européen peut donner la possibilité d'expliquer. Maintenant, nous avons un nouvel instrument qu'on pourrait utiliser. Et entre nous, je pense que c'est très important pour récolter des signatures dans un mois, un quart dans les pays membres. Et comme je vous ai dit, ça peut donner une dimension européenne et non nationale ou régionale. Il faut sans doute revoir certaines des dispositions, mais il faut que c'est facile de récolter des signatures. Ouais. Je pense que c'est une méthode vraiment difficile. Alors, une vingtaine de collectes sont en cours. Beaucoup devraient arriver à terme juste avant les élections européennes. Ça aussi, c'est un signal. Oui. Alors, il faut quand même préciser que la Commission européenne, une fois qu'elle a dans les mains cette pétition, elle n'est pas obligée de satisfaire les demandes. Mais je pense que c'est une chose qu'on peut vérifier avant. Et comme nous sommes clairs, si c'est dans les règles de l'Union européenne, je pense que ça va. Et je pense que c'est une initiative citoyenne qui puisse améliorer la vie de tout le monde. Et je pense que la Commission doit comprendre les citoyens européens. Et la raison pour laquelle on est très loin de l'Europe, qu'on ne puisse pas comprendre les citoyens assez. Je suis vraiment ravie de faire ça. Merci Zita Gourmay d'avoir accepté mon invitation. Quant à nous, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 7 jours en Europe. Salut!